Élue dans Marie-Victorin en 85, elle a été députée pendant 22 ans. Lorsqu'elle se lance en politique, Cécile Vermette dispose d'une expérience de travail auprès des malades, des personnes âgées et des groupes communautaires, ainsi qu'en gestion de divers comités et conseils d'administration. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Vermette. Bonjour, M. Morin. Vous étiez une recrue en 85-89 à l'intérieur du Parti québécois. Vous étiez 6 recrues, mais aussi vous étiez peu nombreuses, les femmes. Ça commençait, là, les femmes à prendre leur place en politique en nombre un peu plus, oui. un peu plus sérieux. Est-ce que vous aviez, vous, personnellement, comme mission de défendre les causes des femmes en particulier? Bien, en fait, M. Johnson m'avait donné le dossier de la condition féminine. Mais on ne touche pas à ça comme ça. Parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà des droits acquis sur la condition féminine, qui avaient fait leur nom et leur réputation par rapport à ça. Alors, je me souviens très bien que j'avais osé attaquer ces personnes. Je l'ai su pour un bon bout de temps après qu'il ne fallait pas toucher à ces gens-là ou à ces personnes-là. À l'intérieur même du parti? À l'intérieur même du parti. Et je l'ai appris. Et ce qui m'a fait que j'ai été mise à voie d'évitement à un certain moment donné. Et la solidarité féminine, je me suis aperçue qu'elle ne se vivait pas si facilement que ça, finalement, à l'intérieur, parce qu'on a essayé souvent, en fait, de faire des rencontres indépendamment des deux côtés de la Chambre et ça n'a jamais été, on n'a jamais été capable vraiment de faire fonctionner. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le nombre, on était trop petit comme nombre et puis que certaines étaient habituées d'avoir tout l'espace pour elles. Là, elles devaient partager l'espace avec d'autres personnes qui arrivaient, d'autres personnalités aussi différentes ou qui n'étaient pas du tout pareilles. Donc, on avait plus à composer, donc c'était complètement différent. Et moi, ce qui a été le plus difficile à vivre, c'est que à qui tu peux faire confiance. L'autre question que tu te poses, c'est à qui je peux faire confiance. Ça aussi, c'est très, très dur, finalement, qui est spontané comme tout. Je vous garantis que c'est pas évident. C'est très dur. Et je me souviens que j'avais un collègue, à un moment donné, qui me dit, je le rencontre sur le coin d'un corridor, puis il me dit... Ah, celui-là, là, faisais attention, faut que tu y parles pas, tu y confies rien, il est comme ci, comme ça. En tout cas, bon, il me l'avait décrit comme étant la personne la plus objecte qui pouvait exister. La personne arrive à nous. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Là, j'étais comme décontenancée. Je me suis dit, dans quel monde je me suis enrôlée, en fin de compte? En 89, c'est votre deuxième campagne électorale. Est-ce que la campagne était plus différente de la première? En fait, oui. Elle était différente en ce sens que... Là, vous aviez M. Parizeau comme chef. Comme chef, d'une part. Et d'autre part, je me souviens des paroles que m'avait dit M. Lévesque. La première, il est fait de surprise. La deuxième, ça dépend de vous. Alors là, la deuxième, je vous garantis que je me suis dit, il faut que je travaille. Ça reposait sur mes épaules réellement. Et puis encore, le Parti québécois, même si c'était Parizeau, on était un petit peu plus populaire, mais on n'était pas encore ce qu'on pourrait penser, là, si populaire que ça. Donc, évidemment, ça demandait énormément de travail, beaucoup de travail, une nouvelle équipe, travailler très, très fort. Alors, mais j'ai toujours fait, peu importe les campagnes électorales, comme si j'ai toujours pensé que je pouvais perdre. Une élection, pour moi, c'était
sérieux, il fallait la gagner. Et je travaillais très, très fort et avec les gens, avec mon équipe, c'était effrayant. Et les gens, des fois, je me souviens, j'avais un bénévole qui voulait savoir si j'étais une compulsive ou si j'étais je sais pas trop quoi. Je dis, je m'en fous bien, que je sois l'un ou l'autre. L'important, c'est qu'on avance, puis qu'on voit du monde, puis qu'on gagne. Tu sais, le reste, là, ça, je me préoccupe pas du reste. Tu sais. Alors, effectivement... On compte pas les heures. On compte pas les heures. Alors, effectivement, et ça, pour moi, là, c'était très, 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 très important. Et j'avais compris une chose. Dans le comté de Marie-Victorin, pour avoir des bénévoles, Marie-Victorin était un comté où il y avait, comme je vous ai dit, beaucoup de poches de pauvreté, beaucoup de gens seuls. Alors, j'avais compris que pour garder mes bénévoles, il fallait que je les fasse manger. Alors, ma principale dépense, moi, dans une élection, c'était la nourriture. Parce que je faisais manger les gens, on faisait des lasagnes où il y en a un qui faisait une grosse soupe. Il y avait toujours une soupe sur le feu. Puis les gens venaient à n'importe quelle heure du jour, puis venaient, prenaient, mangeaient. Et ça leur faisait une famille. Alors, quand l'élection était finie, les gens pleuraient pratiquement parce qu'eux autres, là, pendant 30 jours, 35 jours, ils avaient vécu la famille, hein, les amis, on se voyait, c'était un petit groupe. Alors, c'était vraiment l'idée que j'avais développée avec ces gens-là, d'être une famille ensemble, qu'on travaillait ensemble. Là, vous revenez à Québec. Est-ce que vous avez eu d'autres dossiers? Parce que vous étiez toujours dans l'opposition. Voilà. Oui. En fait, si je me souviens bien, j'ai eu le dossier de la toxicomanie. J'ai eu le dossier des orphelins du Duplessis. Oh, j'ai peut-être eu d'autres dossiers, mais c'est les plus marquants. Et avec le dossier de la toxicomanie, ça, j'ai fait un événement majeur avec ce dossier-là. C'était plus ou moins populaire, on se souvient, mais c'était à l'époque où on parlait beaucoup. C'était les débuts des ravages, là, surtout de la coke, et puis on parlait beaucoup de tout ça qui se passait. Et j'avais fait un grand colloque avec les plus grands noms, en fin de compte, Louise Nadeau, Diane Bourgeois, avec Portage, avec Claude Poirier, Jacques Duchesneau, en tout cas, tous les grands noms, là. On avait fait un gros colloque là-dessus. Les enfants du Duplessis, bien, en fait, c'était une autre cause aussi d'injustice sociale. Hein, et puis, on demandait justement la reconnaissance, qu'on demandait que le gouvernement fasse des excuses publiques, en fait, pour les enfants du Duplessis. Et je me souviens très bien d'être très, très impliquée avec eux. Et c'était Bruno, comment il s'appelait? Il est décédé maintenant? Roy. Bruno Roy, qui était très, très impliqué dans le dossier, avec lequel j'avais travaillé aussi, et pour que justement ils aient une reconnaissance et puis un certain dédommagement aussi. On travaillait là-dessus. En 90, Mme Vermette, c'est le débat constitutionnel autour de l'entente et finalement du rejet de l'accord du Lac-Meech. Est-ce que ce débat-là vous a passionné? C'était passionnant. Passionnant. D'ailleurs, parce que j'avais tout un chef qui s'appelait Jacques Parizeau. Et Parizeau a toujours été très clair dans ses explications. Quand il vous parle d'une chose, il vous dit que c'est une pomme, c'est une pomme. C'est pas un orange. Alors, c'était très clair pour nous, en fin de compte, et on savait exactement les enjeux, les aboutissements, en fin de compte, de tout ce débat-là. Alors, c'était vraiment des périodes intenses sur le plan politique, sur le plan des idées aussi, et du contact humain avec les gens dans la population. C'était vraiment, pour moi en tout cas, des périodes stimulantes et emballantes. Décevantes peut-être sur, en fait, la fin, mais parce qu'on a toujours pensé, écoutez, les grands moments de l'Assemblée nationale, quand M. Parizeau s'est levé puis qu'il tend la main à son premier ministre, à Robert Bourassa, pour lui dire « Je tends ma main au premier ministre, on est prêts de travailler ensemble pour faire du Québec un pays ». Écoutez, c'est des grands moments, ça, dans la vie d'un peuple, là. Et j'étais là, j'étais assise sur les banquettes, puis j'ai pu voir ça. Et je dis, Monsieur le Président, à mon premier ministre, je vous tends la main. Cherchons cet automne, tous ensemble, une voie de l'avenir du Québec. Je sais, moi, quant à moi, la voie que je préférerais. Je suis souverainiste et je resterai souverainiste.
Mais puisque ce soir, nous nous retrouvons tous ensemble entre nous, acceptons simplement de pouvoir nous retrouver entre nous et discuter entre nous. Écoutez, c'est extraordinaire. Moi, j'ai vécu des grands moments de la vie politique. Et c'est pour ça que je vous dis, peut-être avec les moments de M. Parizeau, c'était une période d'accalmie un peu, parce que autant les purs et durs, les orthodoxes, voulaient vraiment, puis on sentait qu'on était là-dedans, que les gens plutôt mous, bien, ils se sentaient comme entraînés, en fin de compte, vers cette action-là aussi. Donc, il y avait... Tout le monde allait vers la cause. Je vous le dis, quand il y a des causes, ça réunit le monde, ça. Alors, on était tous bien réunis autour de cette cause-là. C'était extraordinaire, c'était magique. Alors oui, c'était excessivement des très, très grands moments. Et écoutez, pour que Parizeau, sur le plan, en tout cas, du débat, accepte que, quand c'était le temps du référendum un peu plus tard, que M. Bouchard prenne la relève, qu'il lui laisse la place, sachant très bien que, finalement, Bouchard avait plus de charisme auprès de la population que lui pouvait en avoir, parce que lui, c'était le cerveau, alors que Bouchard, c'était le charisme. Écoutez, ça demande des grands moments d'humilité dans la vie d'un homme, quoi qu'on puisse en dire et en penser. Et c'est des grands moments de la vie politique, des beaux moments de la vie politique, parce que finalement, la cause était plus forte que finalement les personnalités et les égos. Et c'est ça que j'ai vécu. Madame Vermette, comme députée de Marie-Victorin, vous avez eu pendant plusieurs années des relations un peu difficile avec votre association de comté. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? En fait, je pense que c'est plutôt une mésentente ou une mécompréhension de nos rôles respectifs des uns et des autres. Alors moi, écoutez, comme députée, bien, je m'orientais à titre de députée dans mon comté, à l'organisation du comté. Et l'exécutif avait une autre vision des choses qui était, bon, leur vision. Et pour eux, c'était comme incompatible. Je devais être soumise aux volontés de mon exécutif. Et ça, j'avais un petit peu de difficulté à accepter cet état de fait-là. Et cette incompréhension-là s'est manifestée jusqu'à une contestation aux assemblées d'investiture, en particulier en 93. 93, oui, effectivement. 93, c'était la première fois où j'ai été contestée. Et puis, bon, c'était difficile, assez difficile, effectivement. Et, mais, par contre, bon, ça s'est soldé que j'ai réussi. Mais c'était toujours après ça difficile de composer des exécutifs avec lesquels je pouvais bien travailler. Oui, ça allait à un certain moment donné, puis oups, à un moment donné, oups, ça s'en allait, ça ne fonctionnait plus. Par contre, j'ai eu d'autres exécutifs où les gens m'étaient complètement dédiés. Mais il faut dire aussi que plus on s'approchait vers la possibilité de reprendre le pouvoir, plus c'était attirant de pouvoir être candidat dans le comté de Marie-Victorin. En 93, 94, en fait, l'élection, vous l'avez gagnée. Ça a été un petit peu plus serré, mais là, le PQ prenait le pouvoir. Voilà. Alors, est-ce que ça changeait la dynamique en ce qui vous concerne? Bien, en ce qui me concerne, c'est que ce que ça a apporté, c'est que j'ai eu des responsabilités intéressantes. Là, je suis devenue whip adjointe du gouvernement. Et ça, j'ai bien aimé. Puis j'ai été, il m'appelait la whippette. Et je trouvais ça sympathique. Mais je peux vous dire qu'à titre de whip, j'ai jamais eu de problème avec le quorum. J'ai jamais eu de problème de quorum. J'ai toujours eu mes gens à l'Assemblée nationale, toujours. Alors, j'avais une belle... avec les députés, en fin de compte, l'échange était très intéressant puis très sympathique aussi. Alors, j'ai relevé certains défis qui étaient intéressants et je me souviens très bien à titre de whip adjointe. Et aussi, après ça, j'ai été nommée leader adjoint aussi. Mais vous n'avez pas été nommé ministre. Est-ce que ça a été une déception? Parce que vous aviez quand même pas mal d'expérience. Il n'y a aucun député, en tout cas à ce que je sache, qui n'aspire pas à devenir ministre. Ça, je ne serais pas honnête de vous le dire. Sauf que, écoute, j'étais très consciente que le comté de Marie-Victorin, à côté de Taillon, qui est Mme Marois, à côté de Bernard Landry, qui est vice-premier ministre, à côté de Sylvain Simard, à côté de Louise Baudouin, à côté de Jean-Pierre Charbonneau, je vous garantis, puis il y avait le IR à l'époque, il ne reste plus beaucoup d'espace pour Cécile Vermette.
hein, malgré l'expérience. Alors, effectivement, j'étais très contente qu'on me donne des postes, soit comme whip adjoint ou président de commission ou vice-présidente de commission, en fin de compte. L'important, en fin de compte, ce que j'ai compris, c'est si je travaille bien dans mon comté, que je suis capable de faire fonctionner mes dossiers, les faire cheminer et que j'ai une bonne relation avec les ministres qui sont en place, ça, par exemple, c'était important parce que c'est ça qui me donnait de la force et que je développais de plus en plus de force dans mon comté parce que j'étais capable de régler mes dossiers. Alors ça, c'était important. Madame Vermette, en 1995, M. Parizeau est premier ministre. Il enclenche la démarche référendaire. Quelle fonction, quel rôle vous avez tenu durant cette campagne-là? Bien, ce qui était important, c'est d'abord, dans nos comtés, faire valoir la souveraineté du Québec et le bien fondé qu'il fallait voter oui pour la souveraineté. Et surtout un comté comme Marie-Victorin, parce que c'était des comtés à tendance francophone, à 80 et presque 10 francophones. Donc, c'était très important parce que plus nous, on faisait l'équilibre avec les comtés où il y avait peu de chances qu'il y ait des votes pour le oui. Donc, évidemment, il fallait travailler très, très fort dans le comté. Ceci étant, comme j'avais beaucoup de collègues sur la Rive-Sud qui faisaient les tournées au niveau du Québec, bien, en fait, on nous demandait de travailler. On avait nos équipes. On avait, sur la Rive-Sud, on avait formé des équipes. Et avec nos équipes, on allait dans les différents comtés sur l'ensemble de la Montérégie, de la Rive-Sud. On allait rencontrer les gens, discuter avec les gens. Et moi, ma force a toujours été, écouter les personnes âgées. Alors, on m'envoyait voir les personnes âgées. Je ne suis pas une oratrice là, qui aurait fait des discours en emporte-pièce, là, mais donnez-moi un petit groupe, je vous garantis que là, le message va passer. Alors, effectivement, c'est de cette façon-là que j'ai travaillé pendant le référendum et surtout, notamment, sur la Rive-Sud de Montréal. On a travaillé très, très fort sur la Rive-Sud. Il y avait eu les tournées sur la souveraineté aussi, si on se souvient bien, le Conseil sur la souveraineté, qui est allé dans toutes les différentes régions du Québec où la population avait été invitée à échanger, à apporter leurs solutions et leurs points de vue. Donc, déjà, le terreau était préparé, dans le fond, pour qu'on puisse aller les rencontrer. Alors, c'était plus facile pour nous à ce moment-là. Et la jeunesse était beaucoup plus enthousiaste à ce moment-là, était très impliquée avec nous. Donc, il y avait un comité de jeunes sur la souveraineté. Et moi, je sais que dans mon comté, il y avait un comité très, très fort de jeunes. Et travaillait beaucoup, beaucoup. Donc, on était proches. On avait le collège Édouard-Montpetit, qui était tout de même une pépinière de jeunes et puis où il y avait énormément de jeunes qui s'impliquaient aussi dans le monde politique. Alors, on travaillait beaucoup avec les jeunes aussi. Donc, c'était les deux pôles lesquels moi, j'ai travaillé beaucoup, personnes âgées et puis les jeunes aussi, d'une certaine façon. Est-ce que le résultat que vous avez eu, c'est celui que vous attendiez en Montérégie et dans l'ensemble du Québec? Le soir même du résultat du référendum, ça vacillait constamment. Puis à un moment donné, on est tous arrivés, on s'est tous regardés, on dit il y a une possibilité qu'on gagne. On était tous convaincus qu'on pouvait gagner. Il restait certains endroits qui n'étaient pas favorables, mais on est dit, mais ça n'a pas d'allure. Et chez nous, Montérégie, on a vraiment mission accomplie. On avait atteint la note, en fait, qu'il fallait atteindre pour donner au oui, en fait, c'est sa capacité, là, faire le plein, dans le fond, de vote. Alors, on avait bien répondu. Ça a été important. On était dans Marie-Victorin et puis Taillon. On était les deux comtés qui ont toujours été pas mal à égalité, dans le fond, parce que c'est la même clientèle, c'est à peu près les mêmes gens, en fait. Alors oui, on avait bien répondu, on avait atteint nos objectifs pendant cette période-là. Mais c'est le non qui l'a emporté. M. Parizeau a démissionné le lendemain. Vous attendiez-vous à ça et qu'est-ce que ça vous a fait finalement, cette succession d'événements? C'est un choc, hein? C'est vraiment un choc émotif pour nous,
pour nous qui avons travaillé si fort, puis qui avaient fait équipe avec Jacques Parizeau. Donc, évidemment, ça s'est passé à chaud. Tout ça s'est fait là, rapidement, très, très rapidement. Et puis, la réaction des gens a été excessivement très rapide. Et puis, moi, écoutez, quand ça s'est passé, bien, j'ai dit ce que tout le monde en pensait. En tout cas, une bonne partie de Québécois pensaient ça aussi. En fin de compte, l'argent et puis les ethnies. Avec le temps, je vous dirais maintenant, je regardais il n'y a pas longtemps, je pense qu'ils ont montré un document et ça revient toujours. Et là, ils montraient les différents groupes ethniques qui étaient dans la salle, qui étaient pour le oui. Et en fait, c'est peut-être ça, en fait, qui a fait la différence. Parce que oui, c'est vrai, il y avait des groupes ethniques qui ont travaillé pour nous. Je me souviens, il y avait des Chiliens, il y avait des Boliviens, il y avait certains Haïtiens, il y avait différents aussi dans différents groupes musulmans aussi, bon, etc. Donc, effectivement, qu'il y avait des groupes ethniques qui avaient travaillé aussi pour le oui. Donc, avec le recul du temps, je peux vous dire, oui, il y avait des groupes ethniques. Donc, c'était vraiment une phrase qui avait échappé, malencontreuse, mais qui s'expliquait dans le contexte à chaud, mais qu'avec le recul du temps, bien là, l'histoire pourra juger. Mais pour moi, à ce moment-là, écoutez, c'était la déconfiture quand il a dit, qu'il annonçait qu'il démissionnait. Écoutez, là, voyons, c'est la lutte, c'est notre cause. C'était tous nos espoirs qui partaient en même temps là, quand on a vu partir M. Parizeau. Et là, évidemment, c'est sûr que là, on tombait dans une autre course à chefferie. Hein? Et là, j'étais rendue à mon 3e chef qui s'en venait. Là. On ne savait pas là, si Bouchard était pour venir ou pas. En fait. Alors, quand Bouchard... et c'est là que la joute parlementaire est toujours intéressante, ou la stratégie parlementaire. Bernard Landry a compris une chose, que vis-à-vis Bouchard, il ne pouvait pas faire la lutte à Bouchard. Donc, lui, tout de suite, il s'est positionné pour Bouchard. À ce moment-là, puis de course à chefferie, il se positionne. Pauline Marois, qui voulait, elle aussi, se positionner à la succession de Jacques Parizeau. Le fait que Bernard se positionne, en fait, pour M. Bouchard tout de suite, ça ferme la porte à toute course à la chefferie. Donc, et Bernard, bien positionné, il est tout de suite, à côté avec Bouchard. Alors ça, c'est de la stratégie politique qui s'est passée. Et finalement, Bouchard est arrivé, puis on s'est dit, bien, on perd pas tout. C'était les deux de l'équipe qui a fait le combat pour la souveraineté. Donc, on s'en va avec Bouchard. Bon. Vous-même, vous étiez favorable à sa venue, M. Bouchard? À sa venue, parce que c'était comme, bon, et on perd pas tout, finalement. Au moins, on en garde un. S'il y en a un qui est parti, on garde l'autre. Et à l'époque, M. Bouchard était très charismatique. Et tout le monde, bon, Bouchard. Et tout le monde... Sur le terrain, quand on allait faire du terrain, il nous disait « Ah, Bouchard, je l'aime beaucoup. Bouchard, moi, en tout cas, c'est sûr que là, je vais voter péquiste. » Puis bon, on se faisait dire ça. Donc, évidemment, on se dit « Bien, notre cause n'est pas morte avec Bouchard. » Bon, à la suite, les événements ont fait que... Bouchard disait toujours que le Parti québécois est ingérable. Je ne sais pas si maintenant, aujourd'hui, on lui donne raison, mais en tout cas, bref, c'est pas facile parce que il y a toujours les purs et durs, il y a toujours les centres mous, puis il y a les mous. Bon, en fait, ça a toujours été une coalition de différents... Les pressés, les pas pressés. Voilà. Alors, évidemment, c'est pas toujours évident. Puis Bouchard, c'est un homme directif. Alors, il faut le suivre. Et le Parti québécois, on ne fait pas ça avec tous ses membres. On ne fait pas ça non plus avec ses députés. On est des gens assez forts, généralement, habitués à travailler dans nos comtés puis à organiser nos choses. Donc, c'était dur, je pense. Les premiers temps pour Bouchard, ça a bien été. Mais à un certain moment donné, c'est devenu plus difficile. Et puis, il y a eu tout le problème des coupures, en fait, dans la fonction publique, les renégociations dans la fonction publique. Le déficit zéro. Le déficit zéro, la lutte à la pauvreté. Alors, c'était une période, là, où vraiment de gros combats. Il y a un dossier qui vous tenait à cœur, celui de l'équité salariale. Oui. Ça, vous l'avez mené à terme. Et là, il y a eu une rencontre au sommet avec M. Bouchard pour que ça passe. Oui, le dossier de l'équité salariale était un dossier très important. Plus important encore que le dossier du patrimoine familial.
dossier patrimoine familial, ça touchait les femmes qui, normalement, n'avaient jamais eu de contrat de mariage et puis qui étaient très... finalement, quand il arrivait une séparation ou un divorce, étaient mal prises. Mais là, l'équité salariale, ça touchait toutes les femmes, dans le fond. C'était la reconnaissance de leur travail pour ce qu'il vaut. Donc, évidemment, on se sentait vraiment là, très interpellés et il ne fallait pas que, finalement, Bouchard, qui, lui, trouvait toujours que les femmes, des fois, on emmenait large un peu puis qu'on poussait un peu les choses. Mais là, cette fois-ci, on lui a fait comprendre à M. Bouchard et on lui a demandé un caucus. Juste les femmes du Parti québécois, là, dans notre caucus, de rencontrer Bouchard. Et je peux vous dire que M. Bouchard a été tellement impressionné par les femmes. La profondeur, à quel point on était préparés, en fait. On avait, nous autres aussi, établi une stratégie. Chacune avait un point qu'il devait développer. On avait notre leader et c'était vraiment super bien présenté. Alors, à un point tel que... Puis on avait rencontré aussi les femmes de l'autre côté, aussi du Parti libéral, puis on s'était toutes attendues, là. Donc, on avait une force de représentation très importante et on avait fait valoir à M. Bouchard qu'il était mieux d'aller dans ce sens-là parce que là, les femmes, on était pour se tenir debout puis qu'on était pour aller jusqu'au bout. Alors, je pense qu'il a bien entendu notre appel. Il y avait procédé. On arrive aux élections de 98. Vous sollicitez un autre mandat. Vous êtes encore une fois contesté par l'exécutif de votre comté. Vous passez à travers. Comment ça s'est arrangé? Hein? Je vous dirais que pour moi, 98, j'ai gagné mon élection par la Convention, finalement. Parce que c'était plus difficile à l'Assemblée. C'était plus difficile de gagner ma Convention que de gagner mon élection. Et j'ai été obligée de tellement travailler fort pour la Convention que déjà, quand je suis arrivée à l'élection, j'avais fait déjà la tournée de tous mes membres, de tous les gens, de plusieurs personnes. Mais il faut vous dire que 98, là, on était sûr de prendre le pouvoir encore, là, puis on avait le vent d'un voile, là, puis ça allait bien, là. Alors, c'est sûr qu'effectivement, là, ça se battait au portillon pour aller au comté de Marie-Victorin. Marie-Victorin, c'est considéré comme un... Ça a été longtemps considéré comme un château fort péquiste. Oui. Ça fait des années que c'est des députés péquistes. Ça explique peut-être la volonté de beaucoup de candidats de se présenter. Bien, c'est sûr. Bien, c'est évident. Écoutez, Marie-Victorin, c'est un bon comté. D'abord, je vous dirais, c'est un comté populeux et puis qui n'est pas grand. Tu peux le faire à pied, ton comté, donc tu n'as pas tellement de distance, c'est formidable. Tu as accès, c'est une ville importante, c'est la 4e plus grande ville du Québec. Longueuil. Donc, Longueuil, qui se passe des choses importantes aussi. Tu as maintenant, on a l'Université de Sherbrooke, le métro, en fait, plein d'édifices gouvernementaux. Juste à côté, Taillon, vous avez aussi le palais de justice. L'hôtel de ville est dans Marie-Victorin. Alors, évidemment, c'est très intéressant. C'est une ville qui est tout de même intéressante. En 98, M. Bouchard est toujours premier ministre. Il forme son conseil des ministres. Il ne vous invite pas. Vous êtes sans doute déçu, mais il vous confie la commission de l'agriculture. Oui. Pour une urbaine comme vous êtes, l'agriculture, c'est pas évident. Effectivement, d'autant plus que Marie-Victorin. Je vous dirais, moi, je disais toujours aux gens, mais écoutez, l'UPA est dans Taillon, hein? C'est juste à côté, là. Écoutez, là, tout de même. Mais je dois avoir un fond terrien, finalement, parce que j'ai vraiment adoré ce dossier-là. Ah oui? Qu'est-ce qui vous a passionné? Bien, c'est l'ensemble du monde. C'est pas juste l'agriculture, l'alimentation. Donc, comme personne qui aime bien manger, les aliments que je mange, la préparation, d'où ils viennent, comment on les prépare, les nouvelles tendances, comment ils devraient être distribués, la distribution des aliments. Et après ça, il y avait l'intergénérationnalité. Après ça, c'était la traçabilité des aliments. Entre la ferme et l'assiette. Et l'assiette. Et après ça, c'était aussi la naissance de la agricole,
Financière? La financière agricole. Et puis, c'était toute la relève aussi agricole, donc la transmission de père en fille, parce que, en fait, c'était le ministre de l'Agriculture à une certaine époque, c'était Rémy Trudel. Et Rémy, il y avait une fille qui était... alors, lui, il parlait toujours de père en fille. Et puis, alors, il y avait tous les éléments, pour moi, qui m'intéressaient énormément. Moi, j'ai eu du bonheur là-dedans, dans l'agriculture, malgré mon orientation très urbaine. Mais c'était bien. C'est fort intéressant. On continue la semaine prochaine. Merci.